Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez choisi de consacrer votre vie à un père que le public a beaucoup plus connu que vous. Vous avez choisi de faire rimer chanson avec transmission. Vous le racontez dans un livre qui est celui d'un fils, mais aussi d'un historien. Bonjour Julien Dassin. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que ce livre, Il était une fois nous deux, Jo Dassin, mon père, aux éditions de l'Archipel, c'est un document, et c'est un document qui évoque une chanson. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. Une chanson merveilleuse de Jo Dassin. Et effectivement, ce titre n'a pas été choisi au hasard, on va en parler tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer le parcours de quelqu'un ou de deux personnes, Jo Dassin et vous, Julien Dassin, à travers des dates clés. Et on va commencer par, bien sûr, la plus triste, qui est le 20 août 1980, la mort de votre père. Mais dans ce livre, vous racontez ces derniers instants, car effectivement, il est mort en écrivant un texte. Oui, il était avec Claude Lemel et il était en train d'écrire une recette de cocktail. Ne me demandez pas pourquoi ni quel cocktail c'était. Et ce papier, Claude l'a toujours. Et on voit bien qu'au fur et à mesure des phrases, des ingrédients, l'écriture change. Alors est-ce que Claude l'a imaginé? Est-ce qu'on se l'imagine? Ou est-ce que quelque chose était en train d'arriver? Quelque chose. Okay. Et hélas, oui. Alors, vous étiez dans votre poussette, je crois. J'étais dans un petit couffin, oui. Non loin. Vous aviez quelques mois? J'avais que 5 mois quand il est décédé. Et finalement, la Polynésie, il avait choisi de s'y installer et il avait trouvé un refuge, je crois, Jo Dassin. Alors, il y avait été pour un gala en Polynésie. Il est tombé amoureux de la Polynésie. Et il s'était offert un lopin de terre, on va dire ça comme ça, à Taha, qui est à peu près 200 km de Papeete. Et c'était un terrain sur lequel je pense qu'il aurait voulu finir ses jours ou passer le plus clair de son temps à se reposer. Oui, parce qu'il avait envie de se reposer. En fait, ce qu'on sait peu, c'est qu'il a eu beaucoup d'alertes cardiaques depuis quelques années. Je crois qu'il y a un récital à Wavre, en Belgique, où il s'est effondré le 23 septembre 1977. C'est ça. Et il n'a pas voulu aller à l'hôpital, Jo Dassin. Ça, c'est les perfectionnistes, on n'arrête pas. Et je crois que les médecins avaient même décelé un ulcère. Il n'en avait rien à faire. Et il n'en avait rien à faire. J'ai envie de vous dire, c'est presque héréditaire, ce truc-là. Ouais. mais même avant, c'était au service militaire. Ils avaient découvert qu'il était faible du cœur. Mais en même temps, il n'a pas voulu se soigner. Et il a vécu à 1000 à l'heure, Jo Dassin. Vous savez, c'est le problème de ce métier. Vous courez. Et on est fatigué, mais le fait de monter sur scène, ça réveille, on est plein, on prend tellement de bonheur, le public transmet tellement de bonheur qu'en fait on oublie la fatigue. Mais un peu de fatigue, ça commence à faire beaucoup. Alors il se trouve que vous racontez dans ce livre, Julien Dassin, ce qui s'est passé après, c'est-à-dire que l'enterrement, c'est Jules Dassin, son père, qui s'en est occupé parce que c'était la meilleure solution. C'était la meilleure solution et il faut remettre tout ça à une époque. J'insiste bien là-dessus. L'Internet n'existe pas, les portables n'existent pas, il n'y a rien qui existe. Et vous apprenez presque par la radio que votre fils, votre mari, enfin tout le monde apprend que Jo Dassin vient de décéder. On est à Tahiti, il fait très chaud. C'est une toute petite île, une morgue, excusez-moi, mais qui n'est pas faite pour accueillir un corps X jours. Donc il faut prendre une décision très très rapide. Et Jules arrive à Los Angeles, demande à ce qu'on fasse rapatrier le corps de son fils à Los Angeles pour l'enterrer dans ce cimetière où sont enterrés Samuel et Bertha Dassin, qui sont les parents de Jules Dassin, donc mon grand-père, et les arrière-grands-parents de Jo. Et il se trouve aussi qu'il traverse une fois de plus l'Atlantique. Jo Dassin n'a pas arrêté enfant de traverser l'Atlantique pour suivre son père qui passait d'un film à l'autre. Oui, il a suivi son père, toute la famille, le chemin de papa. Tiens, exactement. Voilà, c'est le chemin de papa. Mais en fait, non seulement il a traversé l'Atlantique, mais à chaque fois il a changé d'école. Oui. Et je crois qu'il a passé le bac à Grenoble parce qu'il était en Suisse et il n'y avait pas de bac en Suisse. Exactement. C'est ça? C'est très au courant. Et puis je crois qu'il a fait des hautes études aux États-Unis. Il a fait de très grandes études à l'université du Michigan, où il a obtenu un doctorat d'ethnologie. Ça le passionnait. Alors, je raconte souvent l'histoire, il avait un
cursus d'école très élevé. Il était brillant, parlait 7 langues couramment. Et un jour, un journaliste lui pose la question, lui fait « Écoutez, avec le passé, l'actif que vous avez, pourquoi faire des chansons aussi simples ?» Et il répondait « Faire une chanson simple, c'est très compliqué. » Exactement, c'est le plus difficile. Et c'est aussi le paradoxe de l'image de Joe qu'on voit toujours très souriante, qui chante des chansons dites simples, était très ami, son meilleur ami, c'était Carlos quand même, Oui. le fils de Françoise Dolto. Oui. Donc quand même, ces deux tronches, excusez-moi du terme, qui adorent rigoler. En même temps, Jodassin, au départ, il a songé à être professeur, Oui. mais c'est le cinéma qui l'intéressait. Et bah oui, forcément, hein, la pomme ne tombe jamais loin du pommier. Son père étant réalisateur, Jules Dassin, il l'a forcément suivi sur les plateaux de tournage, dans les studios, et forcément, c'est ce que je dis même pour moi. L'enfant, le fils de boulanger aura plus de chances de devenir boulanger qu'avocat. Et le fils de médecin aura plus de chances de devenir médecin que mécanicien. Moi, j'ai toujours grandi dans la musique. Joe a grandi avec son père qui faisait du cinéma. Il avait plus de chances de vouloir faire du cinéma. Et au fin de compte, il est tombé dans la musique par hasard, Oui. comme moi. Comme vous, exactement, on va en reparler. Mais il se trouve qu'il a dit un jour, enfant, quand je serai grand, j'irai tous les jours au cinéma comme papa. et puis, il a fait quelques figurations. Son Oui. premier cachet, c'était 1 franc. Il a dévalisé la première boulangerie venue. Je crois que ça m'est déjà arrivé, ça aussi. Les petits pains au chocolat et pas seulement. Alors, il se trouve qu'il a été aussi assistant de son père. Je voudrais juste revenir sur ses apparitions au cinéma. Il joue le rôle du gitan Oui, qui fait disparaître le poignard dans Top Capi. oui, Et c'est la première fois où il chante en public. c'est vrai. Il a joué aussi avec Peter O'Toole et Woody Allen. Tout à fait. Et aussi avec Sophia Loren et Paul Newman. Et quand même, Des hein. apparitions. Non, mais cette famille est magique. Moi, je me souviens de Jules qui me disait oh là là, mais avec mon ami Alfred. Je me dis, attends, ton ami Alfred, c'est qui Alfred? Bah, Alfred Hitchcock. Oui. Non, mais quand j'entends tous ces noms qui résonnent, pour moi, c'est des monstres sacrés, toutes ces personnes. Pour eux, c'était normal. Et puis, il y avait un monstre sacré qui a été votre grand-mère adoptive, qui était Mélina Mercouri. Aussi. Femme extraordinaire. Incroyable, Mélina. Incroyable. C'est quand on a perdu notre père, Jules nous a pris sous son aile avec ma mère et on passait tous nos étés en Grèce, d'où notre affection pour ce pays. On passait tous nos étés avec Jules et Mélina dans une ville qui s'appelle Épidore, le théâtre d'Épidore, que tout le monde connaît. Et elle a été députée et elle faisait ses campagnes électorales dans les bars, je ne sais pas si vous le savez. Oui. Elle a été ministre et si elle avait vécu en ayant moins fumé, elle serait devenue présidente de la République. Déjà Premier ministre. Elle était bien dans lice pour devenir Premier ministre. Mais vous savez, c'était un truc incroyable avec Mélina, parce qu'elle avait peur, mais tellement peur d'un cancer du poumon. Mais elle fumait comme un pompier. Et puis Jodassin a commencé à chanter et la première chanson n'est pas forcément la plus connue. Non. Tu étais pourtant jolie, mais il faut Je change un peu. de temps en temps. Devant. Exact, je change un peu devant. C'est le premier disque qu'il a enregistré parce que Maryse, qui était sa femme de l'époque, elle avait fait écouter une cassette, je crois. Ah. Maryse connaissait une personne qui connaissait une personne. Mais effectivement, Maryse... Et de toute façon, Maryse a été toujours... À ses débuts, elle était coiffeuse, maquilleuse. Elle l'a vraiment soutenue dans l'ombre. Dans l'ombre, tellement dans l'ombre que moi je me souviens de Jodassin venant à mes débuts à RTL. Elle était là et elle se présentait comme la secrétaire de Jodassin et personne n'y trouvait à redire. Ah, c'est incroyable, cette histoire. Pareil, je l'ai entendue moult et moult fois. Alors je me dis, qui? Est-ce que c'est elle qui se présentait comme la secrétaire ou est-ce que peut-être mon père lui demandait de ne rien dire? Voilà, mais en tout cas, elle avait une force, elle réglait tout dans les moindres détails. J'ai des souvenirs très précis dans la oui, matière. oui. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, je ne sais pas si vous le savez, Julien Dassin, ce que voulait enregistrer Jodassin, c'était Si j'avais un marteau et Scandale dans la famille. Alors ça, je ne savais pas. Et ben voilà, et les producteurs ont refusé, et parce que les chansons étaient promises à d'autres personnes. Mais ce qui est incroyable, parce que là, on parle bien de la chanson de Claude François. Exactement. Alors vous savez que l'été indien, Claude François disait qu'il l'avait refusé.
Exactement. C'est rigolo. Exactement. Alors, il y a aussi Jacques Play qui a fait beaucoup pour Joe Dassin. Et Jacques Play, on l'entend dans cette chanson. Écoutez, bonnes gens, la cruelle et douloureuse histoire du frère Dalton qui furent l'incarnation Jacques du mal. Play qui a été celui qui a permis à Joe de devenir ce qu'il était. Exactement. Bah, sur cette chanson, Les Dalton, il y a une histoire aussi. Oui. Vous devez connaître. Il voulait pas la chanter. Il voulait la donner à Henri Salvador. Oui. Et Play lui a dit, mais tu es fou, il faut la faire. Et voilà comment il a chanté Les Dalton. Et Il je voulait sais- donner à Salvador. Et je sais que Jacques Play a été très important parce que c'est lui qui a déterminé la coiffure de Joe, qui l'a fait venir au Midem, ce qui était un coup de génie. C'est façonné à l'époque, les directeurs artistiques, impresarios, vraiment on formait un artiste. Ils se sont aperçus, Jacques Play disait, écoute, il faut laisser pousser tes cheveux et faire presque une permanente. Voilà. Et c'est vrai que ça change, ça donne l'image de l'artiste. Voilà. On peut dire que Jacques Play et Joe Dassin étaient deux mèches en quelque sorte. Oui, tout à fait. Alors, une autre date importante qui est liée à vous, c'est le 18 décembre 1995. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Julien Dassin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Julien Dassin. Pour ce livre, Il était une fois nous deux, Joe Dassin, mon père, l'archipel. On évoque la carrière de Joe Dassin, mais on évoque aussi votre parcours. Et votre parcours aujourd'hui, on va en reparler. 18 décembre 1995, c'est le premier disque d'or que vous recevez, et quelques jours seulement après la disparition de votre mère Christine. Exactement. Je me retrouve quelques jours après le décès de ma mère à une remise de prix. Je ne sais plus exactement quelle était cette soirée, mais on me remet un disque d'or et voilà, je viens de perdre ma mère, je rentre dans le monde adulte et je suis déjà en train de faire de la promotion pour le catalogue de Joe Dassin. Oui, et votre mère, vous racontez dans ce livre que vous avez appris sa mort, mais vraiment à la dernière seconde. À la dernière seconde, j'ai eu ma mère au téléphone la veille au soir et je lui dis, écoute maman, j'aimerais bien rentrer un peu plus tôt que prévu à la maison. Elle me dit, non, tu rentres à la maison demain avec tes petits camarades en bus, normalement. Ça, c'était un coup de fil. Vous étiez dans une pension. Oui, j'étais dans une pension, pardon. Et ça, c'était le petit coup de fil qu'on s'était passé la veille au soir. Et le lendemain, le directeur de l'établissement vient me voir et me fait « Monsieur Dassin, vous montez vite dans un taxi, vous rentrez chez vous. » Et là, on me dit rien. Dans ma tête, je commence à réfléchir. Je sais, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai eu hier soir, elle voulait pas, et puis maintenant, elle veut. Je jouais au golf dans cette école. Et j'étais le seul à sortir. On était ceux qui faisaient du golf, c'était les seuls à sortir, donc on prenait un taxi pour aller jusqu'au golf. Et j'avais sympathisé avec ce chauffeur de taxi qui m'attendait suite au coup de fil, à l'appel du directeur. Et je monte dans la voiture, et je lui dis, bah tiens, viens, on met de la musique. Je mets de la musique, il tire la tronche, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi. Et il coupe la musique. Il allume la musique, il tire la musique. Bon, bref, il veut pas que j'écoute la radio. Et à la fin, j'insiste un peu, je lui fais, écoute, je vais écouter la radio. Et il retire le poste radio, à l'époque, vous vous souvenez, c'était des postes radio à tiroir, et il le jette par la fenêtre. Alors, entre ma mère, qui veut finalement que je rentre très très vite, ce chauffeur de taxi qui veut pas que j'écoute la radio, et les gendarmes qui nous attendent à quelques dizaines de kilomètres de la maison, je fais, là, il y a un truc qui va pas. Et malheureusement, on a su ce qui se passait. Et vous racontez dans ce livre qui était vraiment Christine, votre mère, parce qu'il y a eu plusieurs versions de la rencontre avec Joe Dassin, et des versions totalement différentes à chaque fois. Et voilà, je peux vous dire qu'on a la vraie version. Voilà. Parce que j'ai tout lu et tout entendu sur le sujet. Ah mais pareil. Alors la version, la entre guillemets plus officielle, il se serait promené dans un magasin de photos dans Rouen où il aurait été faire développer des photos. Bon, ça c'est la version que certains biographes ont sortie qui est complètement fausse. Imaginez-vous Joe Dassin dans les années 70 aller tout seul chez un petit photographe. C'était assez curieux. Non, ma mère était en Grèce, où elle avait. C'est pour ça que la Grèce est vraiment importante, hein, et le pur hasard. Elle était en Grèce où elle avait un fiancé, et puis cette histoire d'amour se termine, et
Elle est chagrinée. Elle rencontre mon père dans un avion qui essaye de la consoler. Et puis elle l'envoie un peu sur les roses. Elle vient de perdre l'amour de sa vie. Et ils se rencontrent quelques mois après à Courchevel. Enfin, tout part de la Grèce, parce que lui revenait de Grèce aussi. Et il dit à ma mère, lui dit, vous savez, je suis un peu grec. C'est drôle, alors qu'il n'y avait rien de grec. Et votre mère ne savait pas qu'il chantait, notamment ce succès. On rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant. Et le chemin a été long, beaucoup plus long qu'on l'a dit, entre Christine et Joe Dassin. Et oui. Et là, il a mis un coup de canif dans le contrat. Oui, mais en même temps, ils sont restés très longtemps ensemble. Ah oui, ils se sont connus, il était encore avec Maryse. Exactement. Et jusqu'à la fin. Voilà. Et d'ailleurs, il a divorcé de Maryse en disant, en annonçant officiellement, on se sépare, c'est la vie. Voilà. Exact. Et on a aussi raconté beaucoup de choses autour de Christine en disant qu'elle avait fait beaucoup de mal à Joe Dassin, alors que c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Il faut pas oublier que Christine, vivait quand même, venait de province. De Rouen. Oh là là, j'ai du mal. Venait de province, de Rouen. C'était effectivement une fille de photographe. Elle connaissait rien au milieu de la nuit, rien au milieu du show business, comme on disait à l'époque. C'est vraiment en rencontrant mon père qu'elle a découvert tout cet univers. Et elle a découvert la fête, et notamment chez Castel, et le fait de s'amuser. C'était une époque où on s'amusait, Julien Dassin. Les gens profitaient, et attention, on n'était pas aussi puritain qu'aujourd'hui. Fumer une cigarette n'était pas dangereux, boire un verre n'était pas dangereux. Certaines substances étaient, on va dire, normales dans certains métiers. Oui, mais peut-être qu'il en a abusé parfois. Certainement. Mais ce n'est pas ma mère qui lui a fait découvrir ça. Alors, il se trouve aussi que moi, je me souviens très bien que Joe Dassin a remplacé Philippe Bouvard à RTL pendant une semaine. Et j'étais l'assistant de Joe Dassin, où je préparais les émissions. Bon, il venait avec une bouteille de whisky en 2 heures. Hein, oui. Ouais. Et Christine était dans la salle, il n'y avait personne d'autre. Elle le regardait, elle ne bougeait pas. Elle assistait à tout ça. Il y avait un côté, comment on peut dire... émerveillé. Vous voyez, c'est pas toutes les femmes qui ont leur mari devant une scène, devant RTL, devant... Et en même temps, je me souviens d'un moment où elle est intervenue, elle dit ça, fais pas ça, avec une force inouïe. Ne fais pas ça quoi par rapport à quelque chose qu'elle devait raconter dans l'émission, elle est intervenue parce qu'il y avait des rapports quelquefois très tendus entre les deux. Ah oui, c'était... c'était un amour fusionnel, voilà. Fusionnel. Ils s'aimaient autant qu'ils pouvaient se chamailler. Et en même temps, derrière chaque grand homme se cache une très grande femme. Donc si elle lui a dit « ne fais pas ça », je ne sais pas, je n'étais pas là, hein, mais vous me le racontez, c'est qu'il devait y avoir une raison. Il avait dû faire quelque chose peut-être... Ou une phrase qui ne plaisait pas, quelque chose. Plaisait pas. Mais il l'écoutait. Alors il y a aussi, vous le racontez dans ce livre, Julien Dassin, c'est la demande en mariage qui est étonnante. Les cartes. Oui. Et il lui apporte des cartes. Enfin, il lui donne un paquet, elle ouvre le paquet, pardon. Et là, il y a des cartes, Madame Joe Dassin. Voilà. En gros, ça veut tout dire. Oui. Bon, c'est pas très... Mais il fallait oser le faire. Il fallait oser le faire. Et il y a eu beaucoup de voyages, et vous racontez une chose étonnante, c'est que Christine connaissait la Chabanou, et que grâce à Christine, sa femme, Joe Dassin a rencontré le Shah d'Iran. Exact. Là, je vais vous raconter tout le livre. Non, mais c'est incroyable. Là. Ils ont vécu des choses incroyables. Et en même temps, c'est une époque où Joe Dassin travaillait énormément. C'était plus de 250 galas par an. Vous imaginez? Ça veut dire que 365 jours, vous êtes 250, vous n'êtes pas là. Et c'est à tel point que ce n'est pas lui qui vous a déclaré à l'état civil. Ok, l'histoire du prénom. C'est ma grand-mère, donc la maman de Joe, Béatrice, qu'on appelait Bi, et qui va me déclarer, je sais pas, à la mairie, oui. Et qui dit, il s'appelle Julian, avec son accent très américain, et ils ont marqué Julien. Et là aussi, vous mettez un terme à une légende. Tous les prénoms des Dassin ne commencent pas par la lettre J. Ah oui, ça moi, je me suis fermé définitif là-dessus. Si l'histoire... Donc, la lettre J viendrait de Jules. Hein. Oui. Bon, pourquoi il a une fille qui s'appelle Ricky?
Voilà. Et pourquoi il a un grand-père qui s'appelle Samuel, et que Jodassin a évoqué finalement en filigrane dans cette chanson. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique. C'est vrai que cette chanson, en filigrane, c'est Samuel. Et dans beaucoup de chansons de Jodassin, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a en filigrane sa vie, Julien Dassin. Oui, bien sûr. L'Amérique, je veux la voir, je l'aurai. Samuel quitte Odessa et se retrouve aux États-Unis à Ellis Island. Il part à Ellis Island parce qu'il paraît qu'aux États-Unis, les routes sont pavées d'or. Et Jules pose la question un jour, il fait « Mais pourquoi tu chantes l'Amérique, toi qui vis en Europe ?» Il fait « C'est pour rendre hommage à ton père, à mon grand-père. » Il fait « Mais qu'est-ce qu'il a trouvé, ton grand-père, là-bas ?» Bah, il est parti barbier, il est rentré barbier. Enfin, il est mort barbier. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai que Jodassin avait beaucoup de respect pour sa famille et ses ancêtres. Bah oui, c'est vraiment... Ils ont fait tellement que ce soit artistique. Imaginez le courage, dans les années 1800, d'embarquer tout le monde et de se dire, OK, on redémarre tout, quoi. Il fallait déjà... Je me mets à la place de Samuel Hébertat qui arrive aux États-Unis tout seul. Et OK, ça y est, il faut y aller. Ça, c'est le parcours de Jodassin que vous racontez dans ce livre, mais vous évoquez aussi votre propre parcours, et on va le raconter à partir de la date du 6 novembre 2010. A tout de suite sur Sud Radio avec Julien Dassin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Julien Dassin, avec ce livre, Il était une fois nous deux, Jodassin, mon père, aux éditions de l'Archipel, qui est un livre étonnant. Il y a beaucoup de livres sur Jodassin, mais c'est la première fois qu'on raconte Jodassin de façon aussi précise, et surtout, on évoque votre parcours, car votre parcours a véritablement commencé le 6 novembre 2010. C'est votre première télé chez Thierry Ardisson. Oui, c'est l'une de mes premières télés. Et la peur de votre vie, je crois. À la peur de ma vie, je me dis, ils vont me tailler un costume. Et je regarde Laurent Baffy et il me regarde, il me fait un clin d'œil. Pas facile en radio d'expliquer ça. Il me fait un clin d'œil. Il me dit, t'inquiète pas, on t'aime bien. Voilà. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. Et finalement, c'est aussi la fin d'un cauchemar, parce que vous évoquez dans ce livre Feucherolles, une maison que j'ai connue. Je suis allé dans les travaux de Feucherolles interviewer Jodassin. Je me souviens d'ailleurs d'un échiquier géant. Exact. C'était une maison qui est très, très, très mal pensée. Alors, forcément, l'architecte n'était pas bon, mais c'était un architecte américain. Donc, des grosses maisons à l'américaine, il devait savoir faire. Mais Maryse, l'ex-femme de mon père, avait donné son petit point de vue. Et on se retrouvait avec une maison où des chambres faisaient, c'est une bêtise, 100 mètres carrés, et un salon faisait 20 mètres carrés. Parce qu'au départ, Maryse était encore là quand la maison a été décidée. Quand les fondations sont montées. Oui. Maryse n'a jamais vu cette maison, ne serait-ce que monter. Mais il se trouve que cette maison, c'était un peu le rêve de la vie de Jodassin au départ. Il est loin de ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Il voulait vraiment faire une maison dans laquelle il recevrait ses amis. Il avait ce qu'on appelle sa partie studio, son bureau. Et surtout s'installer, faire un cocon familial. Il y avait un golf jusqu'à côté, ça l'a décidé. C'est ça, parce qu'il adorait le golf. Et puis il y avait des animaux. Il y avait beaucoup d'animaux dans cette maison. Oui. Oui, beaucoup. On a toujours eu plein d'animaux. Quand j'ai écrit le livre, je me souviens de plein... Il y a plein de choses qui reviennent et je me souviens que quand j'étais petit, je jouais avec un pigeonnier. Une maison à pigeons. Et c'était pas un pigeonnier 3 cases, hein, c'était peut-être grand comme cette pièce. Oui. Donc il avait des pigeons. Et on les voit d'ailleurs sur des photos de leur mariage. Est-ce que ces pigeons étaient ceux du mariage ou est-ce que... Je ne sais pas. Des chiens. On a toujours eu des chiens. Des bergers allemands. Des bergers allemands. Et les plus célèbres ont été Gilbert et Mariti, un mâle et une femelle, qui ont été offerts par les Carpentier. Oui, car il a beaucoup participé aux émissions de Carpentier, ça l'amusait énormément. Oh bah oui, ça c'est pareil avec Carlos, il passe. À chaque fois que je les regarde, je suis écroulé de rire. À un moment, je ne sais plus quelle chanson, je n'ai plus le titre, mais mon père est habillé en loup-garou. Oui. Et il rigole. C'était le loup-garou du Bougarou. C'était le Bougalou. Le Bougalou. Ah bah c'était le Bougalou alors. Écrite par Jo. Exactement. Parce que ce qu'on sait moins aussi, c'est que tous les grands succès de Carlos, enfin,
Bougalou du loup-garou, Seigneur Météo, Big Bisou, c'est Jodassin. Exactement. Alors, il se trouve qu'il y a une photo de ces animaux sur la pochette de ce 45 tours. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Salut les amoureux. Vous connaissez l'histoire de cette chanson? C'est Claude Lemel. C'est ce que j'allais dire. En fait, il aperçoit Claude Lemel avec Vava, sa fiancée d'alors, en pleine rupture, et il fait Salut les amoureux. Je sais parce que j'en ai parlé avec Claude il n'y a pas longtemps, qui me dit, avec Claude, on a une... c'est peut-être ce que j'ai hérité de mon père, et Claude est très vigilant là-dessus aussi, c'est que je fais tout, quand je suis, moi, en concert, pour respecter l'œuvre, ne rien modifier. Et quand vous chantez cette chanson, moi je la chante, et je me mets dans... Je reprends les peines de Lemel. Je me mets à sa place. Pendant 5 minutes, je suis Claude Lemel, en disant, mais on s'est aimé comme on se quitte. J'essaie de me mettre à sa place. Je suis pas en train de lire un livre. Non. Je raconte l'histoire de quelqu'un, une véritable histoire. Et c'est ce que fait Claude Lemel dans ses chansons. Exactement. Et à propos d'animaux, vous avez un Jacques Russell très important dans votre vie. Ah oui, moi j'ai un petit toutou. J'ai toujours eu des petits toutous avec moi. C'est un petit Jack. Quand je l'ai eu, il est arrivé dans une espèce de cage avec plein de ses frères et sœurs. Il venait de Normandie, je crois. Ils avaient fait tout un voyage en train et ils s'étaient fait dessus, tous ces pauvres petits animaux. Et quand je l'ai vu, je suis oh là là, il est moche, il pue, il est sale. Allez, je vais le prendre. Et c'est comme ça. Et j'ai toujours ce petit chien. Et j'ai appelé Yuki, rien à voir avec la chanson de Gottener. Rien à voir. Rien à voir. Et tout le monde dit, oui, c'est Gottener. Mais non. Alors, vous évoquez aussi dans ce livre, Julien Dassin, vos années difficiles, car quand il a fallu vendre la maison de Feucherolles et retrouver cet héritage infernal, ça a été un cauchemar pour vous pendant 2 années. Ah, ça a été terrible, hein, parce que, bon, déjà, les artistes de l'époque, il n'y avait pas de demain. Aujourd'hui, on est plus cigale que fourmi. Oui. Non, c'est l'inverse. Oui, fourmi que cigale. Fourmi que cigale. Chaque fois, je me trompe. Maintenant, personnellement, je fais très attention. À l'époque, ils faisaient moins attention. Donc, on se retrouve avec des dettes d'impôts, des arriérés à payer. Cette maison qui est démoniaque, c'était de l'électricité. De l'électricité, vous vous souvenez, les vieux grille-pains des années 70. Oui. Aujourd'hui, les écolos seraient fous avec des trucs comme ça. Vous chauffez à mort pour rien du tout. Ça ne chauffait pas et ça coûtait une fortune. Donc je me retrouve à devoir couper les radiateurs parce que je ne peux plus payer la facture d'électricité. Plus les arriérés d'impôts, c'est un enfer. L'entretien, le terrain était tellement immense que le jardinier allait au portail, le temps qu'il arrive devant la porte de la maison, il fallait qu'il reparte au portail. Tout était démesuré dans cette maison. Donc vous avez essayé de vous en séparer, ce qui n'était pas évident. Ah, c'était pas facile, parce que il faut trouver la personne qui, aujourd'hui, à l'époque à laquelle on vit, enfin, c'était il y a 20 ans, quelqu'un qui veut de ça. C'est immense. C'est un palais. D'autant plus qu'il y avait des travaux, puisque vous racontez dans ce livre qu'il y a eu un soir un incendie terrible. Alors, elle a été réparée depuis. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Une toiture à nettoyer. Si vous nettoyez pas une toiture, au bout d'un moment, les tuiles commencent à tomber. Si vous ne mettez pas un coup de peinture sur les volets, les volets tombent. Oui. Elle commençait à vraiment partir en décrépitude. Alors, l'incendie, ça, c'est vraiment un passage terrible. Parce que, au final, j'ai pas grand-chose de mon père. J'ai que quelques disques d'or qui me restent. Et un bureau. Et un bureau. Et dans les combles de cette maison, qui était vide, il y avait des gros sacs, vous savez, postaux, comme on voit dans les films, remplis de lettres de fans. Il y avait des instruments, des vêtements, il y avait tout plein de choses. Et un jour, la maison brûle. Et alors là, on dit, le seul truc qui nous restait, c'est parti en fumée. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment cette maison, c'est démoniaque. Il y avait même une cassette d'un inconnu. Alors, je sais plus comment on appelle ça. C'était pas une cassette, c'était un vinyle, mais pas un vinyle comme on l'entend. Ouais. Ça ressemblait à une assiette. Oui. C'est un disque de démonstration. Je sais plus. Ouais. C'était une assiette. Bon, je passe le truc, et puis là, Petite Marie, il y a tout qui passe, avec un petit mot.
si vous pouviez m'écouter, est-ce que vous pouvez me filer un coup de main? Francis Cabrel. C'est incroyable. Et ce souple était dans le grenier. Il a disparu. Tout, malheureusement. Alors, les auteurs de Joe étaient très importants. Il faut dire que Joe Dassin, et vous le racontez dans ce livre, était d'un perfectionnisme absolu. Claude Lemel m'a raconté qu'à 4 heures du matin, il pouvait l'appeler pour changer un mot d'une chanson. Oui, Claude, pareil, il a dû vous dire la même chose qu'à moi. Il pouvait passer des mois sur une phrase, un mot. Il était très, très perfectionniste. Et je pense que ça fait partie de la longévité de tous ces titres. C'est le fait d'avoir été si dur avec ses auteurs et ses compositeurs pour vraiment trouver la phrase, le mot. C'est que Aznavour disait toujours « Je ne termine jamais une chanson avant de me dire je n'ai plus un mot à ajouter ». Je crois que c'était la même chose pour Joe Dassin. Ah oui, certainement. Certainement, ça devait être la même chose. Et lui disait « Allez chercher dans le nirvana des chansons, le mot est là ». Et d'ailleurs, je crois qu'un jour, dans un studio, tout le monde dit que c'est formidable. Lui, il dit il y a quelque chose qui ne va pas. Exact. Et il a passé des nuits à trouver. Non, il y avait la musique collait pas, mais un truc. Mais vous ne l'auriez pas entendu, je ne l'aurais pas entendu, personne ne l'aurait entendu. Et il dit non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ils le font, ils l'écoutent. Il avait raison. Et Claude Lemel a quand même beaucoup souffert, même s'il avait beaucoup d'amitié pour Joe Dassin, car il fallait quand même travailler avec lui, c'était pas simple. D'après Claude, oui. Moi, j'étais pas là pendant les séances de travail, mais j'ai beaucoup parlé, et je parle encore beaucoup avec Claude. À temps en temps, quand vous avez quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais ne sait pas vous l'expliquer, en gros, le mot, il est là, il est quelque part. Je l'ai pas, cherchez-le dans le nirvana des chansons. Et Joe Dassin a rendu une sorte d'hommage à Claude Lemel en enregistrant ce qui a été la première chanson de Claude Lemel quand il a fait un disque. Mademoiselle de déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Une des plus belles chansons de Claude Lemel et de Joe Dassin que Carlos a également enregistrée. Moi, j'adore cette chanson. Elle est très très belle. Je l'adore aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourrait la chanter encore. Je pense pas. Malheureusement. Mais ça a été le premier 45 tours de Claude Lemel qu'il a enregistré et qui a été son premier succès. Mais j'ai eu l'occasion de la chanter avec Claude plusieurs fois. Il prend sa guitare et puis voilà, on y va. Et puis Joe Dassin a été producteur et je crois que grâce à lui, ce chanteur a été pour la seule fois de sa vie au hit parade. Et il y a des paroles là-dessus. Ouais, des paroles, des vraies. C'est un saucisson de cheval, un saucisson. Ça, c'est surréaliste Bobby Lapointe. Bobby Lapointe. Qu'il a rencontré, je crois, au port du Salut. Et il est tombé sous le charme. Il était complètement fan de Bobby Lapointe. Je lui ai dit, écoutez, il y avait une séance d'enregistrement où il restait du temps. Il restait des dates pour mon père. Et il lui a dit, allez-y, prenez mes dates. Donc il l'a produit, entre guillemets. Et Bobby Lapointe, qu'on découvre aujourd'hui, de son vivant, il y avait au Cheval d'Or 12 spectateurs. Il chantait, comme il avait tellement peur, il ne connaissait pas les paroles, c'est le public qui lui soufflait les paroles. Et il n'était jamais dans le rythme. Et un jour, il est arrivé avec un costume d'homme grenouille et personne ne s'en est aperçu tellement on le regardait peu. Écoutez, ce serait très intéressant et rigolo de retrouver une photo. Est-ce que ça peut exister? Ah, il y en a des photos. De lui en homme grenouille? Oui, bien sûr, ça existe sur les pochettes de disques. Et puis, c'est grâce à Bobby Lapointe qu'il a connu Brassens. Exact. Alors déjà, il était fan de Brassens. Et il chantait, alors quand il était étudiant à l'université du Michigan, il chantait du Brassens aux étudiants américains. Mais c'est quoi? Il fait du folklore français. Voilà. Et puis il y a un disque que je l'ai encore, le 45 tours, qui a été interdit. Et Joe Dassin y est pour beaucoup, c'est Les hallucinations d'Édouard, qui est une parodie des élucubrations d'Antoine. Oui. Vous avez bien étudié le truc, parce que ça, bien sûr, je le sais, mais peu de personnes savent ça. En fait, c'était un monsieur de dos avec un bermuda et des cheveux longs, qui était Jean-Michel Riva, son auteur, et c'était un canular de Joe Dassin. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de Riva et Thomas, mais ils ont été aussi très très importants comme auteurs pour Joe Dassin. Et c'est vrai qu'il avait beaucoup d'humour, Joe Dassin, il adorait rire. Et c'est ça, c'est le côté, c'est les deux phases de Joe Dassin, l'homme très sérieux, très cultivé, et de l'autre côté, le bout en train. Exactement. Alors, ce livre, on va continuer à l'évoquer à travers la date de sa sortie, le 5 juin 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Julien Dassin.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Julien Dassin. On a beaucoup parlé de votre père, de vos débuts, de vos difficultés. Et puis, donc, est sorti le 5 juin 2025, Il était une fois nous deux, Joe Dassin, mon père, aux éditions de l'Archipel. Pourquoi ce livre aujourd'hui ? J'avais besoin de découvrir un peu plus le père. Quand je parle de mon père, je l'appelle Dassin. Parce que pour moi, c'est l'artiste. Et l'artiste, je le connais aussi bien que vous, aussi bien que son public. Et j'ai beaucoup appris grâce au public qu'il a rencontré, aux gens qui l'ont connu. Des collectionneurs que vous avez retrouvés. Incroyable. Ils ont des choses incroyables. J'ai montré une photo d'enfance, mais vraiment tout petit, à une de mes tantes, des sœurs de Jo. Et elle me dit, mais d'où elle sort ? C'est-à-dire que même la famille ne sait pas d'où sort cette photo. Et les fans l'ont. Oui, et il y a sur Facebook des collectionneurs de Joe Dassin. Incroyable. Qui sont incroyables. Incroyable. C'est... moi, je me suis toujours refusé... souvent, on m'a dit, ah, mais pourquoi vous faites pas des porte-clés, des mugs, des machins ? Non, c'est pas... Mais comment expliquer tout ça, qu'il y ait autant de fans ? En plus, les nouvelles générations suivent Joe Dassin. Je pense, vraiment, il était perfectionniste. Il était très dur avec ses auteurs et ses compositeurs. Donc, la toute première chose, c'est les mélodies et les textes. Les mélodies sont intemporelles et les textes parlent à tout le monde. On a tous une histoire sur une chanson de Joe Dassin. Bien sûr. Et vous avez, à travers ce livre, Julien Dassin, voulu faire disparaître définitivement les secrets de famille qui n'en étaient pas. Oui, parce que vous savez, il y a eu une énième biographie d'un énième biographe. Et au final, le costume blanc, il est plus blanc, il est gris. Ouais. Donc non, on va revenir au début où il était blanc et on va le laisser blanc. Et le costume blanc, d'ailleurs, qui est né dans une émission d'Henri Salvador, parce qu'il fallait une tenue blanche ce jour-là. Alors oui, non, Henri était habillé en blanc, il voulait que tous ses invités soient habillés en blanc. Et c'est son épouse de l'époque, Jacqueline, qui a dit à Joe, écoute, tu es magnifique en blanc, tu resteras toujours en blanc. Alors, il y a aussi une légende à laquelle vous mettez un terme dans ce livre. Il n'a jamais poussé Joël, il était une fois, à prendre de la drogue. Ça, qu'est-ce que ça peut m'énerver ? Qu'est-ce que ça peut m'énerver ? Déjà, qui était là ? Moi, j'étais là. Joël était une amie, et j'ai vu Joe Dassin et Joël ensemble comme deux amis qui riaient ensemble. Oui. Et Joël n'est pas morte de la drogue, mais elle est morte d'un problème cardiaque qui n'avait pas été décelé. Merci. Et Joe Dassin n'est pas mort de la drogue, mais est mort d'un problème cardiaque. Exactement. Et pour taire un peu tout ça, malheureusement, et paix à son âme, mais Joël est morte après Joe Dassin. Exactement. Donc comment il aurait pu inciter ou je sais pas quoi. Non, mais parce qu'il se voyait souvent dans les émissions des Carpentiers, mais je peux vous dire que j'étais dans les coulisses et je peux vous dire qu'il ne se passait absolument rien que du rire et pas de la drogue. Merci Jacques. Alors, ce livre, finalement, c'est une libération pour vous, Julien Dassin. C'était surtout remettre les choses, voilà, l'église au milieu du village. Dire, voilà, ma mère n'est pas la vampe sulfureuse qu'on entend dire. C'est pas ça. Ma mère, c'était une jeune femme qui venait de province, qui se retrouve dans un univers qu'elle ne connaît pas. On la voit sur des plateaux télé, il y a plein d'images où elle est toute timide sur son fauteuil. Elle sait pas ce qu'elle fout là. Et puis, non seulement les chansons vivent, mais d'autres renaissent. Et Sud Radio, qui est la station du rugby, notamment, a beaucoup diffusé cette chanson. Alors, encore un miracle de la Coupe du Monde de rugby. Alors moi je vous ai dit, je suis très très respectueux des chansons. Si je chante une chanson mélancolique, il faut que je la sente, il faut que je sois dans la mélancolie. Vous savez, quand je suis sur scène, je chante l'été indien et je fais monter une femme sur la scène parce que je ne lis pas un livre. Je dis, mesdames, pendant 2 minutes, j'ai besoin d'être amoureux. Donc je vais chercher une dame et pendant 2 minutes, je suis amoureux d'elle. Les yeux d'Émilie, et pareil, c'est parti du rugby. Et les gens, je vois dans les férias, dans les stades, ils sont tous à fond, il n'y a pas d'autre mot. Mais ils n'écoutent pas les paroles. C'est une chanson triste, Émilie est partie. Exactement. Alors, il se trouve que votre carrière, justement, a commencé par des duos de l'impossible, Julien Dassin. Ouais. On me propose il y a
paquet d'années. On vient En me voir. 2006. On vient me voir. Vous voyez, ça fait 20 ans presque. On vient me voir, on me fait écoute, on a un nouveau projet, on aimerait faire un duo impossible. Qu'est-ce que c'est qu'un duo impossible? Mais à l'époque, alors ça semble proche ou vieux, comme vous voulez, mais il y a 20 ans, faire ça, c'était une prouesse technologique. Donc en gros, je chante en duo avec mon père et avec une image de lui. Donc, quand il chante, je le regarde et le montage de ces images, quand moi je chante, c'est lui qui me regarde. Et le premier à avoir fait ça, c'est Aznavour, au Palais des Congrès, en 1982, je crois, avec un duo virtuel sur Plus bleu que le bleu de tes yeux avec Édith Piaf. Ouais. Alors ça veut dire que ensuite il y a eu des comédies musicales qui se sont créées, et vous êtes arrivé petit à petit dans la chanson. Alors après, avant la comédie musicale, je me retrouve, ça c'est drôle aussi, je vais voir une amie jouer au théâtre, et le metteur en scène me regarde et me fait « Vous êtes comédien ?» Je dis « Mais bien sûr !» Alors que je n'ai jamais joué au théâtre de ma vie. Oui. Et je dis « Bien sûr !» Et puis on se perd de vue. Et il m'appelle et me dit « Écoutez, j'ai le fameux metteur en scène, et voilà, j'ai une audition, il faut que vous veniez. » Ok, je viens. Je récite, je joue ma partie de texte, mais je la récite. Hein. Je ne peux pas jouer, hein, c'est très amateur. Et là, on me fait « Vous êtes pris ?» Je flûte. Je m'attendais pas à être comédien. Et je me retrouve à jouer plus de 100 fois au théâtre. La parenthèse au théâtre de nous. Exactement. Qui est une pièce qui a d'ailleurs, vous appelez Julien dans la pièce. Exactement. Je suis un journaliste, un jeune journaliste, un peu, comment dire, qui veut un pas pique-assiette, comment on dit? J'ai pas le terme. Oui, un pique-assiette, c'est le mot. Ouais, oui, c'est ça. Une hirondelle, voilà. Oui, voilà. Et alors, je vais là où le vent me pousse. Voilà. Donc ensuite, la chanson est venue, et moi je me souviens d'une comédie musicale, Il était une fois Jodassin, où vous arriviez sur scène à la fin du spectacle. Exactement. Alors ça, c'est après le théâtre. Oui. Je finis. Je me souviens, la dernière du théâtre, c'est un grand succès, et une moto-taxi m'attend, et je fonce sur un plateau télé pour faire justement ce duo virtuel qu'on voulait mettre dans l'émission, mais pas dans le spectacle. J'ai dit, moi, je veux pas intervenir, je veux juste venir, bonjour, je suis Julien, quoi. Et je me retrouve sur un plateau de Michel Drucker, où on me dit, bon, il faut faire le duo, on fait le duo. Et là, Michel m'appelle, il me fait, viens dans mon bureau, et là, j'ai le producteur Gilbert Coulier et Michel Drucker qui me dit, tu vas le faire sur scène. Et je dis, oh non, je veux pas le faire. Tu vas le faire, je le fais. Je fais, ok, je le fais. Si ça ne marche pas, je veux plus le faire. Et ça a marché. Et ça a marché. À tel point qu'aujourd'hui, vous chantez Jodassin dans le monde entier en le respectant à la note près. À la note près. Qui suis-je pour pouvoir toucher de telles chansons? Mais ce qui est extraordinaire, j'ai vu des images, en URSS, en Russie, vous faites des salles archi-combles, car Jodassin était une star en Russie. Alors, c'est pas que en Russie, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'ex-Union soviétique. Exactement. Donc, il y a la Moldavie, la Roumanie, la Lettonie. J'ai fait tellement de pays. Je sais même. Et c'est venu comment, ça? Alors, c'est venu d'un tour de chant que je faisais après le spectacle, le fameux spectacle d'Assin. J'ai fait un tour de chant français où je prenais du Piaf, du Montand. On avait déjà parlé, d'ailleurs. Oui. Et je mettais un titre, 2 titres de Jodassin. Et là, le public, ben non, il faut plus. 3 titres, 4 titres, 5 titres. Et ça devient un show complet Jodassin. Et là, c'est parti comme une traînée de poudre. C'est vraiment le monde entier. Le monde entier. Et parmi les titres que vous interprétez, il y a le Café des Trois Colombes. On s'est connus au Café des Trois Colombes. Au rendez-vous. C'est vraiment respecté à la note près. On ne peut pas toucher à ces chansons. C'est impossible pour moi. Les mélodies, les textes et les arrangements. Les arrangements sont, pour moi, ils sont toujours intemporels. Et bien sûr. Et il faut voir l'engouement des gens. Dans le monde entier, je reviens des États-Unis. Mon père était américain, aurait rêvé de pouvoir jouer dans son propre pays, aux États-Unis. Il n'a jamais pu.
Et aux États-Unis, il était presque inconnu. Je reviens des États-Unis il y a 4 jours. Un énorme succès, un triomphe à New York, à Hollywood, à San Francisco, à Seattle. Et j'y retourne. Parce qu'il découvre le répertoire. Alors, il le découvre, il le redécouvre. Il y a une dame qui vient me voir, elle me fait « Il faut parler plus en anglais parce que nous, le français, on ne comprend pas. » Vous ne comprenez pas le texte. Ils connaissent les mélodies, le refrain, enfin ils le fredonnent, pardon. Mais je pense qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les textes, pour la majorité. Et vous chantez aujourd'hui, vous visitez des pays que votre père n'a pas eu le temps de voir, et s'il avait vécu, il les aurait peut-être connus. Exactement, oui. Il y a beaucoup de pays où mon père n'a jamais été. Il était connu parce que, à l'époque de l'Union soviétique, c'était l'un des rares artistes à ne pas être blacklisté, boycotté. Parce qu'il n'y avait pas d'opinion politique, de rien du tout. C'était un chanteur romantique français, point. Et donc, il était autorisé. Donc, c'est comme ça qu'il a été diffusé dans tous ces pays-là. Et puis, une fois de plus, encore, c'est les mélodies. Moi, je suis très fier, particulièrement fier des États-Unis, parce qu'il aurait voulu y aller. Il n'y a pas été. Son fils y va. Est-ce que c'est un passage de flambeau? Est-ce que quelque chose me regarde de là-haut et me dit, bah tiens, il faut que tu ailles faire ça? Et je sais qu'en Russie, il y a une plaque, je crois que c'était au Cosmos, qui évoque Jodassin, ce que personne ne peut imaginer. Ils avaient prévu un gala dans cet hôtel, un immense hôtel soviétique. Et il y a plein d'histoires. Mais j'en raconte une, enfin j'en raconte plein, mais il y en a une qui était très très drôle, c'est qu'il y avait tout plein de femmes, des serveuses, des assistantes qui étaient là. Et il y avait des bouteilles de champagne certainement très mauvais, du champagne russe, et il n'y avait pas de coupe de champagne, de flûte. Et mon père, qui était très sérieux, voit une pile de cendriers. Et ils ont tous trinqué un champagne qui devait vraiment être douteux dans des cendriers. Et il y a une chanson justement qui a fait un tabac et que vous reprenez. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été. Et quand je pense qu'il ne voulait pas de cette chanson. Ouais. Elle a un truc. Je fais monter une femme à chaque fois. Comme je vous disais, j'ai besoin... Je dis, ok, mesdames, j'ai besoin d'être amoureux 3 minutes. Quelqu'un veut m'aider. Alors, ils comprennent pas trop. Parce que c'est rare que les artistes descendent en salle. Je demande à une dame de m'accompagner. Alors, j'ai tout eu. Hein. J'ai eu de l'hystérie, où elle sautait par-dessus les fauteuils en écrasant les autres gens. J'en ai eu une qui s'est évanouie. Mais le show must go on. Donc, je l'ai dans mes bras, mais évanouie, tombée dans les vapes peut-être 3 secondes. Mais est-ce que c'est la chanson? Est-ce que je ne sais pas. Mais ça provoque une émotion incroyable. Alors aujourd'hui, il y a ce livre, Julien Dassin, mais il y a vos tournées, parce que vous revenez des États-Unis. Votre vie aujourd'hui, c'est de chanter Jodassin dans le monde entier. C'est ça. Je suis... on me demande où je vis, dans quel aéroport. Oui. Qu'est-ce que tu as vu des États-Unis, du Canada, du reste du monde? Un aéroport, une salle de spectacle, un hôtel. Et il y a le bouche à oreille se fait, il y a de nouveaux pays qui vous demandent aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. Pardon. C'est énorme, on est censé repartir en Amérique latine. On repart aux États-Unis, au Canada, l'Amérique latine, bien évidemment tous ces pays de l'Est. C'est des très grosses salles, hein. Et ça remonte le moral sur le fait que la chanson française a encore un avenir, la vraie. Elle a encore un avenir, elle continue à parler aux gens. Moi, je suis fier de dire, écoutez, les chansons, elles ont fait leur preuve, hein, il n'y a plus rien à prouver. Hein. Les titres sont là. Eh ben, c'est le bonheur de les écouter, et j'espère qu'on vous verra un jour sur scène à Paris, parce que c'est pas le cas. Écoutez, non, mais je vais revenir. Là, il faut que je termine tous mes engagements dans le monde. Et je reviens en France, mais je veux revenir vraiment plus intime. Je veux commencer un peu, venir chez moi, en France. Donc on va commencer par le sud de la France, au mois d'août. Et ensuite? Et ensuite,
le mystère. En attendant, on a ce livre, Il était une fois nous deux, Jodassin mon père, aux éditions de l'Archipel, qui non seulement remet les pendules à l'heure, mais est un véritable moment d'émotion. Merci Julien Dassin d'avoir écrit. Merci beaucoup. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.